La plus grande chaîne de montagnes de la planète est sous-marine. Elle a donné naissance à certains des espaces naturels les plus isolés de la planète. La dorsale médio-atlantique marque la jonction de deux grandes plaques tectoniques au milieu de l'Atlantique. Entièrement volcanique, elle ne représente qu'une fraction d'un réseau montagneux immergé qui s'étend sur toute la surface de la Terre. Les éruptions qui s'y produisent sont parfois si puissantes qu'elles atteignent la surface de l'océan et conduisent à la formation de minuscules îles perdues dans l'immensité. Ces îlots offrent des spectacles naturels parmi les plus extraordinaires du globe. Notre voyage nous conduira du cercle polaire arctique jusqu'à l'équateur, puis à l'Antarctique. Le long de ces montagnes sous-marines, nous ferons halte sur des petits lopins de terre. Nous y découvrirons les différentes espèces qu'ils abritent. Des tortues vertes aux manchots royaux. Ces mondes, si différents et si distants les uns des autres, ont un point en commun. Ils ont tous été façonnés par le feu. La dorsale médio-atlantique s'étend sur 15 000 km². Elle est en majeure partie cachée sous plusieurs milliers de mètres d'eau et seuls ses pics les plus élevés émergent pour former des îles volcaniques. Mais il existe un endroit où la montagne apparaît tout entière à la surface de l'océan et nous révèle les phénomènes géologiques à l'œuvre dans notre planète. L'Islande. Cette île permet d'observer à l'air libre la structure géologique de la dorsale. Âgée de seulement 17 millions d'années, l'Islande est de formation récente. Elle est située sur un point chaud, une zone de l'écorce terrestre où le magma en fusion remonte des profondeurs et provoque le soulèvement de la dorsale. Les signes de cette activité volcanique sont multiples. Mares de boue, sources d'eau bouillante et geysers. En Islande, on constate que la dorsale médio-atlantique n'est pas un relief montagneux comme les autres. Elle est en fait constituée de deux chaînons parallèles, séparés par une vallée profonde. Cette dernière, qualifiée de rift, marque la limite de l'écartement des plaques nord-américaines et eurasiennes. Le mouvement tectonique contribue à l'expansion du plancher de la vallée et à la formation de fissures. C'est par ces fissures que la roche en fusion peut atteindre la surface, parfois sous la forme d'éruptions spectaculaires. L'Islande est une des régions à plus forte activité géologique du globe. Mais la vie peut y être foisonnante. Combinées à l'érosion par la mer et le vent, les éruptions volcaniques ont sculpté ces falaises vertigineuses et offert un refuge idéal aux oiseaux migrateurs. Pendant l'été, ces derniers affluent par millions. Et c'est toute l'île qui se réveille après les longs mois d'hiver. L'air ambiant commence à se réchauffer. Les renards de l'Arctique perdent leur épaisse fourrure blanche
et les plus jeunes se lancent dans l'exploration de leur nouvel environnement. En Islande, les renards de l'Arctique n'ont pas de prédateurs naturels, mais la femelle n'en est pas moins inquiète. Un mâle solitaire qui s'aventurerait sur son territoire pourrait tuer ses petits. Fausse alerte, ce n'est qu'un jeune renard curieux qui a délaissé sa famille et qui exerce ses talents de chasseur sur les mouches. La dorsale médio-atlantique est essentiellement sous-marine. Les parties émergées sont rares et très éloignées les unes des autres. Elles sont parfois distantes de plusieurs milliers de kilomètres, mais même les plus minuscules exercent une formidable attraction sur les animaux. Cette tortue effectue la longue migration qui doit la conduire jusqu'à une de ces terres du bout du monde. L'île de l'Ascension. L'île de l'Ascension se situe presque au niveau de l'équateur, à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, au beau milieu du vaste océan. Dans ce paysage désolé et brûlé par le soleil, les laves et les cendres volcaniques ont laissé leur empreinte rouge et ocre. Ce lieu isolé de tout a été décrit comme un enfer dont les flammes seraient éteintes. Mais il est la destination finale des tortues vertes. Ces dernières quittent leur aire de nourrissage au large des côtes du Brésil et se lancent dans un périple de 2000 km. L'île de l'Ascension est petite, elle ne mesure que 12 km de large. Mais cette femelle a su retrouver son chemin. Elle s'est laissée guider par le soleil, les étoiles et le champ magnétique terrestre. Elle se hisse sur la plage pour pondre dans le sable. Elle commence par creuser un grand trou à l'aide de ses 4 nageoires. Puis, pour aménager le puits de ponte, elle n'utilise que ses nageoires postérieures. Parce qu'il joue un rôle crucial dans le succès de l'éclosion, elle vérifie le taux d'humidité du sable tout au long de cette opération. Le moment venu, elle dépose ses œufs dans le nid. Elle les enterre avec soin, puis retourne péniblement se réfugier dans la mer. Dès le lever du jour, le soleil implacable de l'équateur deviendra pour elle un ennemi mortel. La tortue est épuisée, mais si elle n'atteint pas la mer à temps, elle est condamnée. Son calvaire est loin d'être terminé. Une femelle peut pondre jusqu'à 6 fois dans une même saison. Les tortues vertes étaient autrefois plus nombreuses à nidifier sur ces plages. Mais les marins les appréciaient un peu trop. Elles représentaient une réserve de viande fraîche dans un emballage inaltérable. L'Ascension constituait une étape de ravitaillement pour les navires. Située au milieu de l'Atlantique, l'île était également une base militaire stratégique. Ces bassins artificiels ont été construits pour conserver les tortues remorquées depuis la plage.
Les bateaux de passage n'avaient qu'à se servir. La colonie a été décimée en un rien de temps. L'île avait d'autres usages. Les marins atteints de maladies infectieuses comme la fièvre jaune étaient mis en quarantaine dans un lieu appelé Comfortless Cove, la crique inhospitalière. Ils mouraient seuls et étaient enterrés dans ce cimetière du bout du monde. Au XIXe siècle, les Britanniques ont fini par établir une garnison. La vie était dure, car il n'y avait ni source ni ruisseau sur ces étendues arides. Pourtant, l'eau ne manquait pas ici. Les vents qui ont parcouru la moitié de l'océan arrivent sur l'île chargée d'humidité. Il fallait simplement trouver le moyen de profiter de cette manne. Les colons ont mis au point un système ingénieux. Ils ont fait venir du monde entier des arbres et des arbustes qu'ils ont plantés sur le plus haut sommet. Quelques années plus tard, des gouttes d'eau tombaient en abondance des feuilles et des branches couvertes de mousse. La forêt tropicale humide qui pousse désormais ici est luxuriante. Par le passé, elle fournissait en eau la garnison assoiffée. Aujourd'hui, elle nous permet d'enrichir nos connaissances en matière d'écologie. Les scientifiques ont toujours pensé que les écosystèmes complexes se formaient sur des dizaines de milliers d'années. Or, il a suffi de quelques décennies pour que des plantes importées deviennent un écosystème vivace et naturel en apparence. Des eucalyptus adaptés à un temps sec et chaud, une forêt tropicale avide d'humidité, des bambous originaires de l'Himalaya. Toutes ces formes de végétation s'étagent sur une seule et même montagne. Dans cet écosystème artificiel se cache une espèce de crabe endémique de l'île de l'Ascension. Ces animaux ont toujours vécu sur les pentes de la montagne. Autrefois, l'humidité suffisait tout juste à les maintenir en vie. Désormais, l'eau et la nourriture abondent et ils prospèrent au cœur de la forêt. Même si ces crabes sont terrestres, ils doivent retourner à l'océan pour se reproduire. Le périple est dangereux. La traversée de ce désert brûlant peut se révéler un piège mortel pour tous les imprudents qui se laissent surprendre par le soleil. C'est donc la nuit que les crabes parcourent les 300 mètres qui les séparent de la mer. Il leur faut une semaine pour parvenir à leur zone de frai. Mais ils n'ont pas le choix. L'eau est nécessaire à l'éclosion des œufs et au développement des larves. Les femelles attendent que les vagues viennent se briser sur leur abdomen, puis elles se secouent pour libérer leurs œufs. Si jamais elles perdent l'équilibre et sont emportées par le ressac, elles mourront noyées. Malgré son isolement, l'île de l'Ascension accueillait par le passé des millions d'oiseaux marins venus s'abriter des prédateurs. Cette époque est révolue et des colonies entières sont aujourd'hui dépeuplées. Seul subsiste le guano, les déjections blanches de leurs anciens habitants. Une seule espèce a survécu. Les sternes fuligineuses forment une colonie tellement immense que même leurs prédateurs ne causent que des dégâts minimes. Et quand elles désertent l'île, à la fin de la saison de reproduction, ces derniers sont condamnés à mourir de faim. Les prédateurs ne parviennent donc jamais à constituer une population assez nombreuse pour représenter un danger réel. Les sternes fuligineuses ont ainsi pu survivre alors que tous les autres oiseaux de mer ont disparu. Mais il existe un endroit qui permet d'imaginer le spectacle que devait offrir autrefois l'île de l'Ascension. Près du littoral se dresse Bosenbird Island, un rocher couvert de guano frais, étincelant de blancheur. Comme les rongeurs et les chats ne pouvaient pas atteindre cet îlot, ses occupants ont survécu. Dans le ciel, le balai est incessant. En équilibre sur de minuscules saillies de roches, les sternes néréis couvent leurs œufs sur les falaises escarpées. Les oisillons chétifs ont un début de vie périlleux. Grâce à leurs griffes acérées,
il s'agrippe fermement à la pierre. Ballottés au gré des vents de l'Atlantique, les parents semblent tout aussi fragiles. Ils sont en réalité beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît. Sur l'île, chaque espèce s'est attribué un territoire. Les fous masqués ont élu domicile sur un terrain plat, tout en haut des falaises. Les pentes rocailleuses qui entourent l'île sont le domaine des frégates aigles de mer. Pendant la saison des amours, les mâles gonflent la poche rouge vif qui orne leur gorge pour attirer les femelles. Différentes sortes de frégates sont communes à toutes les régions tropicales du globe, mais celles-ci sont uniques. On ne les trouve que sur ce minuscule bout de terre émergé. Bosunbird Island était le dernier refuge des oiseaux de l'Ascension. Mais en 2002, une campagne intensive a été lancée sur l'île principale afin d'éliminer les prédateurs les plus dangereux, les chats. 4 ans plus tard, c'était chose faite. Tous les félins avaient disparu. Et peu à peu, les oiseaux marins sont revenus. La population de tortues retrouve elle aussi sa vitalité. L'île de l'Ascension abrite aujourd'hui la 2e plus grande colonie de tortues vertes de l'Atlantique. Après 2 mois passés dans le sable chaud, les nouveau-nés sont prêts à affronter le long et difficile périple vers l'océan. Leurs coquilles attirent les grapespins, partis à la recherche de tout ce que la plage peut offrir de comestibles. Ces tortues mettront peut-être des décennies à revenir pondre sur leur lieu de naissance. Mais elles sauront retrouver très exactement cette terre, perdue dans l'immensité. Il est difficile d'imaginer un lieu plus isolé que l'île de l'Ascension. Mais il existe. Nous poursuivons notre voyage le long de la dorsale médio-atlantique. Au cœur de l'Atlantique Sud, à 3000 km du cap de Bonne-Espérance et à 4000 km de l'Amérique latine, se trouve l'archipel volcanique Tristan da Cunha. Cette région maritime, comprise entre le 40e et le 50e parallèle sud, a été surnommée les 40e rugissants, en raison des vents violents qui y soufflent sans relâche. Cette terre australe n'est accessible que par la mer, et seuls s'y rendent une dizaine de fois par an des chalutiers venus d'Afrique du Sud. Des gens vivent ici. L'île principale, qui donne son nom à l'archipel, est le territoire habité le plus isolé du globe. Elle est dominée par le Queen Mary's Peak, un volcan qui culmine à 2060 mètres d'altitude. Tristan da Cunha est une île jeune, dont la formation s'est achevée il y a seulement 200 000 ans. La dernière éruption du volcan remonte à 1961 et elle a bien failli rayer le village de la carte. L'île a été évacuée, mais dès qu'ils ont pu, les habitants ont repris le chemin de leur ferme.
Riches en éléments chimiques divers, les cendres volcaniques servent d'engrais naturel. Ici, le sol donne de bonnes récoltes de pommes de terre, l'aliment de base de la population. Tristan d'Acunha a été moins détérioré par l'homme que l'île de l'Ascension, mais la survie des animaux sauvages n'en est pas moins menacée. Ces manchots, en particulier, sont en danger. Plus de la moitié des gorfous de Moseley de la planète nichent sur cet archipel. Autrefois, on les tuait pour leur chair et leur jolie parure de plumes. La chasse est désormais interdite, mais leur nombre continue de chuter. Ce phénomène pourrait s'expliquer par la pollution et la surpêche dans leurs aires de nourrissage. Ou bien encore par la présence envahissante d'une concurrente. L'otarie à fourrure subantarctique. Chassé pour sa fourrure, ce mammifère a bien failli disparaître au XIXe siècle. Désormais protégées, les colonies prospèrent et empiètent sur les zones de reproduction des gorfous de Moseley. Dès l'âge d'une semaine, les bébés otaries sont livrés à leur sort pendant plusieurs jours d'affilée, le temps que les femelles se nourrissent en mer. Le lait maternel est tellement riche qu'en un jour ou deux, les petits reprennent assez de force pour être de nouveau laissés seuls dans les rochers. Les colonies d'otaries à fourrure subantarctique sont toujours très bruyantes, ce qui n'empêche pas certaines de se prélasser. Manchots et otaries se nourrissent dans les eaux très poissonneuses de l'archipel. C'est également ici que les habitants de Tristan d'Acunha viennent se ravitailler. Transportés par les forts courants océaniques, les nutriments remontent des profondeurs et contribuent à la croissance des plantes marines. Ces forêts sous-marines atteignent 30 mètres de haut et abritent des quantités considérables de poissons. Les poissons se faufilent par bancs entiers entre les algues brunes. Certains arborent des couleurs aussi vives que leurs congénères des récifs coralliens. Les forêts d'algues brunes offrent un formidable terrain de chasse aux otaries à fourrure. Dans l'eau, celles-ci semblent aussi légères que des oiseaux. Elles virevoltent entre les algues géantes, comme si elles ne se livraient à ce ballet sous-marin que pour s'amuser. Toute la vie marine est malmenée par la forte houle et les gigantesques vagues qui viennent s'écraser sur le rivage. Mais parce qu'elles brassent les nutriments, les déferlantes contribuent à enrichir les eaux de l'archipel.
L'océan est un véritable réservoir de nourriture, mais les otaries à fourrure et les oiseaux ne peuvent se reproduire que sur la terre ferme. Au cœur de l'immensité, ces confettis de terre sont autant de paradis pour différentes espèces d'oiseaux. Voici des pétrels géants et des albatros à nez jaune. Si cet albatros vit partout dans l'Atlantique Sud, il nidifie dans un seul endroit au monde, l'archipel Tristan da Cunha. Le plateau qui domine le village de toute sa hauteur évoque un monde perdu. Il est couvert d'un exceptionnel manteau de fougères arborescentes naines, et c'est ici que les albatros viennent se reproduire. La plupart restent en couple pendant de longues années. Et pour renforcer les liens qui les unissent, ils se caressent de leur bec et déploient leur queue en éventail. Les albatros sont nombreux à retourner année après année sur le même site de nidification. Ils n'ont qu'un seul petit par saison, mais il est imposant. Le poussin affamé est nourri de poissons et de calmars par ses deux parents. À la tombée du jour, une multitude de puffins majeurs se rassemblent près des côtes. Ces oiseaux, qui appartiennent à la même famille que les albatros, se préparent à regagner leur nid. Ils attendent le coucher du soleil, car les parades nuptiales ont lieu la nuit. Presque tous les couples de puffins majeurs de la planète viennent se reproduire ici. Ils affluent par millions. Alors que la lumière du jour faiblit, le ciel se remplit d'oiseaux. Les oiseaux de mer ne sont pas les seuls à avoir colonisé ces bouts de terre déchiquetés. De minuscules passereaux, originaires de la lointaine Amérique du Sud, ont atteint l'archipel, où ils ont évolué jusqu'à se différencier. Chaque nouvelle espèce possède un bec dont la taille est adaptée aux graines dont elle se nourrit. Le régime alimentaire du Nésospice duquesne est identique à celui de ses ancêtres sud-américains. Par contre, la vie sur l'île a complètement transformé celui de la grive de Tristan da Cunha, qui s'est tourné vers un produit local, les gorfous de Moseley. Ce passereau picore les plaies ouvertes des manchots pour se nourrir de leur chair et de leur sang. Voilà un exemple parfait du tour surprenant que peut prendre l'évolution sur des îles minuscules perdues dans l'océan. Ici, elle a fait d'un oiseau chanteur mangeur de graines un carnivore. Comme l'Islande et l'Ascension, l'archipel Tristan da Cunha est né de l'activité volcanique provoquée par l'écartement de deux plaques tectoniques. Mais les îles de l'Atlantique ne se sont pas toutes formées de cette façon. À certains endroits du globe, les plaques ne s'écartent pas, au contraire, elles entrent en collision.
Ce phénomène donne naissance à de gigantesques chaînes de montagnes, comme les Andes, qui longent toute la côte occidentale de l'Amérique du Sud. À son extrémité, la cordillère devient la péninsule antarctique, cette langue de terre qui prolonge vers le nord le 6e continent. La collision des plaques entraîne également la formation de volcans, et ceux-ci émergent parfois à la surface de l'océan. Au large de la péninsule antarctique s'élève l'île de la Déception, un lieu aussi glacial qu'inhospitalier. Aucun être humain ne vit ici. Le volcan est toujours actif et ses cendres rouges tranchent sur le paysage environnant. En rang serré, les manchots à jugulaires ont investi les plages de lave noire. La neige fond au contact du volcan. Et le long du rivage, là où l'air froid de l'Antarctique rencontre l'air plus chaud de l'île, la brume s'élève en volute. Sur la plage, les bulles d'eau bouillante éclatent en surface. Si de nos jours la Déception est inhabitée, au début du XXe siècle, la multitude de baleines franches présentes dans ces eaux glacées attirait les pêcheurs. Le port est aujourd'hui en ruine. Les eaux blanchies des baleines jonchent toujours le sol. En 1994, tout l'océan Antarctique est devenu un sanctuaire. Et les baleines franches y évoluent de nouveau en toute sécurité. Chaque année, les baleines à bosse quittent les eaux tropicales où elles ont mis bas pour venir se nourrir de krill dans l'océan austral. C'est un voyage de plus de 5000 km. Une des plus longues migrations de mammifères de la planète. Les mouvements tectoniques à l'œuvre dans cette région du globe provoquent aussi le soulèvement de fragments de la croûte terrestre. Les îles ainsi formées présentent des contours déchiquetés et sont très différentes des volcans émergés. Dans le prolongement de la péninsule antarctique se dresse l'île de l'Éléphant. Cette masse rocheuse, en partie couverte de glace, mesure près de 20 km de long. Regroupés en gigantesques colonies, les manchots à jugulaires sont occupés à préparer la saison de nidification.
conquérir l'heureux élu, le mâle lui offre des petits galets. Trouver le cadeau parfait est essentiel. Ce mâle semble apprécier les bains de glace, comme seuls peuvent les apprécier les manchots. Nous avons visité des îles atlantiques nées de l'activité volcanique de la dorsale médio-atlantique. Mais toute l'histoire de notre planète n'est qu'une succession de bouleversements géologiques et toute l'énergie nécessaire au mouvement tectonique provient de la chaleur interne du globe terrestre. À un peu plus de 1000 km au nord de l'île de l'Éléphant se trouvent les Malouines. Cet archipel bien plus ancien faisait partie du supercontinent du Gondwana qui s'est fractionné sous l'effet d'une activité volcanique intense. Le magma, qui a alors été poussé vers la surface, est toujours présent dans la structure géologique des îles. Les Malouines sont baignées par les eaux riches de l'Antarctique. Près des côtes, d'immenses groupes de dauphins de commersons jouent dans les vagues. Sur la terre ferme, les oiseaux marins se rassemblent par milliers. 5 différentes espèces de manchots et des albatros à sourcils noirs viennent se reproduire ici. Dans la journée, les manchots papous pêchent au large des côtes. Mais le soir venu, tout le monde rentre à la maison. C'est l'heure de pointe aux Malouines. Et comme les colonies sont souvent situées loin à l'intérieur des terres, le trajet prend des allures de périple. Les Malouines abritent la plus grande colonie de reproduction de manchots papous du monde. Quelques 100 000 couples se retrouvent ici chaque saison. L'archipel accueille également des gorfous sauteurs, ses cousins des gorfous de Moseley. Il arrive que les manchots forment des colonies mixtes avec les albatros. Mais la bonne entente n'est pas toujours au rendez-vous. Tout autour des colonies rôdent des caracas funèbres, les rapaces les plus australes du globe. Ces oiseaux sont originaires du continent, mais les Malouines sont si proches des côtes de l'Amérique du Sud qu'ils y ont élu domicile. Les caracaras funèbres dévorent tous les œufs et les poussins laissés sans surveillance, mais ils se nourrissent généralement de charognes.
Sur ces îles, ce n'est pas ce qui manque. « 70% de tous les albatros à sourcils noirs de la planète viennent nicher sur l'archipel. Soit environ un demi-million de couples. Ces oiseaux ne sont jamais aussi à l'aise que dans les airs, au-dessus de l'océan. Et ils trouvent tout naturel de parcourir des centaines de kilomètres pour pêcher de quoi nourrir leurs petits. Les couples se forment pour la vie et chaque année, ils retournent sur la même aire de nidification. La femelle pond un œuf unique qui éclot au bout de 2 mois. Assez vite, l'oisillon est capable d'accompagner ses parents dans les airs. Le vol des albatros à sourcils noirs est d'une rare élégance. On ne peut pas en dire autant du décollage. L'homme est présent dans les Malouines depuis plusieurs siècles. Et dans les îles principales, le bétail a presque entièrement détruit la végétation d'origine. En revanche, à quelques centaines de mètres au large, la nature est toujours intacte. Certains îlots sont couverts d'immenses touffes d'herbe qui abritent une multitude de nids. Ces oiseaux sont des puffins fuligineux. Ils appartiennent à la même famille que les puffins majeurs de Tristan d'Acunha, et comme eux, ils ne retournent sur la terre ferme qu'après le coucher du soleil. Plus de 100 000 couples nichent sur cette île minuscule. Autrefois, ce spectacle devait être commun à presque tout l'archipel. On disait alors que le ciel était noir d'oiseaux. Les Malouines se situent à proximité d'un autre segment du système volcanique sous-marin qui couvre tout le globe. Juste au sud, la dorsale océanique forme l'arc des Antilles australes en bordure d'une mini-plaque tectonique. Celle-ci entre en collision avec ses voisines et toute cette activité conduit à la formation d'un autre archipel. La Géorgie du Sud est une des îles les plus spectaculaires. Ces glaciers s'étendent jusqu'à la mer et des nuées de sternes couronnées viennent se nourrir dans ces eaux. Manchots papous et otaries à fourrure antarctique se pressent sur les plages. Les manchots papous sont présents sur tous les territoires du globe situés à cette latitude. Mais la Géorgie du Sud abrite une de leurs plus grandes colonies. Ils sont obligés de cohabiter avec les pétrels géants, les vautours de l'océan austral. Ces oiseaux marins se régalent de toutes sortes de charognes et n'hésitent pas à tuer un manchot blessé ou âgé. Les otaries à fourrure antarctique se reproduisent aussi sur l'archipel. Elles sont différentes de leurs cousines de Tristan d'Acunha, qui fréquentent des eaux plus chaudes,
Mais comme elles ont été décimées par la chasse. À une époque, elles se comptaient par millions. Déjà au XVIIIe siècle, les hommes venaient jusqu'ici uniquement pour leur fourrure. Au début du XXe, elles avaient presque entièrement disparu. Elles sont aujourd'hui protégées et leur nombre augmente. Elles jouent et se prélassent parmi les vestiges de l'ancienne station de chasse. Il y a très longtemps que cette dernière a été abandonnée. La Géorgie du Sud abrite également des éléphants de mer du Sud. Les mâles, qui pèsent jusqu'à 4 tonnes et mesurent plus de 6 mètres de long, sont de véritables colosses. Les femelles sont 3 à 4 fois plus petites. Ces phoques ont entrepris une longue migration pour venir se reproduire sur cette île. Et les mâles défendent leur harem. Seuls les plus gros pourront procréer. Et ils se servent de leur énorme masse pour repousser les rivaux. En cas de victoire, ils s'accoupleront avec toutes les femelles de leur groupe. Mais les rassemblements les plus spectaculaires sont ceux des manchots royaux. Leur colonie en Géorgie du Sud compte parmi les plus importantes de la planète. Au total, près d'1 million de manchots royaux viennent nidifier ici. Et contrairement à celle de plusieurs oiseaux de l'île, leur population commence à augmenter. Pour se protéger du froid, les nouveau-nés se placent sur les pattes de leurs parents. Et quand ils grandissent, un somptueux manteau de duvet vient les isoler des vents glacés de l'océan. Sur cette île minuscule, loin de tout, la densité de la faune est une des plus élevées de la planète. Toutes les îles de l'Atlantique sont des lieux à part. Qu'elles soient nées de l'écartement ou de la collision de plaques tectoniques, elles ont été poussées vers la surface de l'océan par les mouvements incessants de la croûte terrestre. Ces terres façonnées par le feu offrent aujourd'hui des spectacles naturels qui comptent parmi les plus extraordinaires de la planète.